Depuis que je suis petit, je suis habitué à avoir des pensées bizarres. Et j'ai appris très tôt qu'il fallait pas partager tout ce qui me passe par la tête, et encore moins avec n'importe qui. Mais le truc dont on va parler aujourd'hui, j'ai une sorte de pressentiment. Il y a un truc qui me dit que ça concerne pas que moi. Depuis un petit moment, j'ai comme une crise existentielle schizophrénique qui me pousse à me dire que je suis enfermé dans mon corps. Je veux dire, on vit dans un monde où il y a tout un tas de choses qui sont possibles, des choses carrément dingues. On peut voyager, on peut faire du sport, on peut rencontrer des gens, on peut aller au cinéma, pleurer devant un chef-d'œuvre, on peut observer l'infinité des étoiles et rêver de ce qui s'y cache. On peut fonder une famille avec une personne incroyable et mettre au monde un tout petit mammifère qui est que la moitié de nous-mêmes et pourtant qu'on aime de tout notre cœur. Mais on peut pas et on pourra probablement jamais vivre une de ces expériences en dehors de ce corps qui nous a été attribué à la naissance. Et je sais que c'est bizarre de se dire un truc comme ça, mais ça m'interpelle. Et si jamais je suis pas le seul, je pense que ça serait hyper pertinent de se demander pourquoi est-ce que ça nous interpelle autant. Par exemple, dans la société d'aujourd'hui, notre corps, c'est pas un élément anodin et carrément négligeable. Au contraire, j'ai l'impression, et je suis pas sociologue, mais je dirais que depuis l'avènement des réseaux sociaux, le corps n'aura jamais été autant soumis aux dictats de la société. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, on n'a pas vu autant de gens d'absolument tous les horizons se bousculer aux portes des salles de muscu, des cabinets de chirurgie qui proposent des opérations qui sont aujourd'hui banalisées, courir après tous les conseils de skincare routine et habiller ce dit corps avec des styles vestimentaires autant particulier. Bien évidemment, l'humanité, elle n'a pas attendu les réseaux sociaux pour entretenir un lien de la sorte avec son corps. Quelques années auparavant, on développait déjà des cas de troubles du comportement alimentaire pour avoir essayé de ressembler aux filles des magazines. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on tend vers un monde où le corps résume l'individu. Et quand on n'a pas le luxe d'avoir gagné la loterie génétique, ça peut être un facteur qui nous pousse à nous sentir piégés dans cette enveloppe. Le second point qui m'interpelle au sujet de ce corps, c'est sa fragilité. Je veux dire, d'un côté, moi, ma foi musulmane, elle me fait me dire qu'Allah, il a très bien fait les choses et que je suis hyper content d'avoir un système immunitaire qui me protège contre les infections, une structure musculaire et osseuse qui protège mes organes vitaux, et même au-delà de ça, j'ai un instinct de survie et d'autopréservation qui prend le dessus dans les situations dangereuses, qui est tellement efficace que malgré certaines péripéties, je suis aujourd'hui plus ou moins intact. Mais d'un autre côté, j'ai complètement conscience que tout ça, ça tient qu'à un fil. Il suffit que j'avale un truc de travers et je suis mort. Il suffit que je perde une certaine quantité de ce précieux liquide écarlate et je suis mort. Il suffit que je trébuche et que je tombe mal et je suis mort. Il suffit même de rien du tout. Là, à l'instant où j'écris ces mots, je pourrais avoir une rupture d'anévrisme et je serais instantanément, irrémédiablement et indéniablement mort. Et je me rends compte que l'intégrité de ma vie dépend vachement de l'intégrité de mon corps. Et l'intégrité de mon corps, elle tient absolument à rien du tout. Je suis un être fragile, sans aucune autodétermination, à la merci d'une force supérieure qui me dépasse, qui me laisse vivre parce que ça lui convient et qui me fera mourir quand elle en aura décidé ainsi. Et comment aborder le sujet du rapport au divin sans parler de ces humains qui ont la ferme intention d'utiliser la science pour défier leur créateur? En 1965, c'est-il pas le gros Leonard Hayflick qui observe que les cellules humaines ne sont capables de se mitoser que 50 fois pour finir par mourir, et on a appelé ça justement la limite de Hayflick, le phénomène qui, une fois résolu, pourrait hypothétiquement permettre à l'homme d'être immortel. Et en parlant d'immortalité, l'être humain, il en est pas à son coup d'essai, car innombrables sont les théories qui évoquent le fait de, par exemple, pouvoir numériser notre conscience dans le but de se défaire de cette prison de chair, et ainsi regrouper, même après la mort de notre belle planète Terre, la conscience d'une poignée d'élus dans une super structure informatique qu'ils ont si joliment baptisé le cerveau matrioshka. Et ceci étant dit, j'ai parlé de la pression sociétale envers le corps, mais j'aimerais aussi aborder la pression que je lui impose moi tout seul comme un grand garçon. Je suis un être humain et c'est le propre de mon espèce de désirer, et comme tout être humain immature, on peut dire que je suis même esclave de mes désirs. Je veux être beau, alors j'impose à mon corps toutes sortes de soins qui sont pas tous aussi agréables qu'une séance de spa. Je veux être fort, alors je pratique la musculation, art qui consiste littéralement à induire des micro-déchirures à mes muscles dans le but qu'ils se développent. Je pratique des sports de combat et j'accepte ainsi qu'on m'inflige de la douleur dans le but que je puisse apprendre à l'infliger à mon tour. Je veux de l'argent, alors j'accepte des boulots vraiment pas évidents mais qui payent plutôt bien. Et une fois tous mes besoins primaires remplis, comme l'a si bien prédit Abraham Maslow, je désire m'accomplir. Alors le soir, au lieu de m'accorder un répit, je m'investis dans des projets personnels pendant des heures jusqu'à me rendre malade. C'est comme si pour accéder à tous mes désirs, je voyais mon corps comme un simple outil que je peux me permettre de consommer plutôt que de le voir comme un cadeau divin, comme une opportunité de pouvoir constater le miracle de la création aux premières loges chaque jour de mon vivant. C'est comme si je prenais ce cadeau qui m'a été offert en bon état, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et que je faisais peser sur lui le poids de toute ma frustration, de toute ma tristesse et de toute ma colère. C'est comme si je lui disais, c'est parce que tu es passé ceci ou que tu es passé cela que j'arrive pas à être heureux. Et là, je me dis,
Quitte à parler du corps, parlons de la relation entre le corps et le capitalisme. Parce que oui, le miracle de l'enrichissement, il tient dans le fait qu'un individu, il a réussi à convaincre d'autres individus de se tuer à la tâche, en sachant pertinemment que quelqu'un d'autre récoltera les fruits de leur labeur. Et quand je dis tuer à la tâche, c'est pas juste une figure de style. Il faut se rappeler que dans les mines de charbon, on envoyait les hommes, mais aussi les femmes et les enfants. Et là, on réalise que l'argent a le pouvoir de faire oublier toute morale. La valeur de la vie humaine ne devient plus qu'un concept assez vague. L'argent chuchote à l'oreille du capitaliste toutes les excuses du monde et il finit par se convaincre que si lui, il est là où il est et que les ouvriers sont là où ils sont, c'est sûrement par mérite, tout simplement. Et que si eux, ils meurent ensevelis sous le poids de son avarice, c'est pas vraiment son problème. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à faire autre chose. Alors, on invente des techniques de management, on fait faire des études psychologiques comme aux heures de gloire du taylorisme et du fordisme. On met absolument tout en place pour se demander comment exploiter ses employés de la manière la plus optimale, de sorte à obtenir le meilleur rendement. Et il est là le rapport au corps dans le capitalisme. C'est le fait de plus voir de visage, de plus lire de noms, de ne plus faire la distinction de genre. La seule question qu'on se pose dans ce monde régi par l'argent, c'est toi, espèce de pauvre sac à viande d'1m70 pour 75 kilos, combien tu vas pouvoir me rapporter avant que je doive te remplacer? C'est animalisant, c'est humiliant et tout le monde s'en fout. Et vous voyez, je dis ça dans l'espoir que mettre des mots sur un carcan mental, c'est déjà s'émanciper d'une certaine façon. Mais bien évidemment, ça suffit pas. Dans la vie, face à un problème, il suffit pas juste de blablater, il faut aussi mettre des choses en place. Mais avant de prendre des décisions radicales, on va essayer de réfléchir et pour ça, on va voir ce qui se dit autour de cette notion de se sentir enfermé dans son propre corps et de vouloir d'une manière ou d'une autre se sentir ne serait-ce qu'un peu plus libre. Du côté du cinéma, par exemple, il y a ce fameux film Danish Girl. Ce film est pas très connu et pourtant il raconte l'histoire de la première personne au monde à recevoir une opération de réassignement de sexe. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un musulman pratiquant extrémiste radical comme toi est parti foutre à la projection de la biographie du transsexuel ultime? Soit quoi, je vous répondrai que... J'adore ce mec. Non, mais sérieusement, ce gars-là, il est génial. Il a vraiment le don d'incarner des rôles vraiment pas évidents et de leur donner une véritable présence à l'image. C'est carrément dingue. Et ce que je tire de ce visionnage, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a toute cette mouvance que j'ai pas besoin de décrire, chacun se fait son avis. Mais là, dans le cas précis, ce qui est fou, c'est qu'on parle pas d'un effet de mode. Là, on parle d'une personne qui est prête à passer par un geste chirurgical qui n'a jamais été pratiqué et qui a de sérieuses chances de la tuer. Et au-delà du film, quand on s'intéresse à l'histoire de cette personne, on apprend qu'une de ces opérations a bel et bien fini par la tuer. Et s'il y a bien une chose devant laquelle on est tous autant démunis et désemparés, c'est la mort, dans tout ce qu'elle a de plus froid et brutal. Et pourtant, malgré cette réalité, cette personne, elle s'avance, elle dit « Ce corps n'est pas mon corps, je dois m'en séparer ». Je dis pas qu'il faut être d'accord, je dis pas qu'il faut le normaliser, je dis juste qu'il faut écouter, qu'il faut chercher à comprendre et qu'il faut s'y intéresser. Le monde, il est vaste et il est plein de surprises. S'enfermer dans une bulle pour en faire sa réalité, c'est accepter de passer à côté de tout ce que la vie a à offrir. Et pour moi, ça, c'est hors de question. Mais justement, en parlant de tout ça, je peux pas m'empêcher de penser aux psychologues cognitivistes qui, comme on l'a souvent répété, ils voient le corps humain comme un hardware et l'esprit humain comme un software. Et pour poursuivre dans la métaphore, quand un software dysfonctionne, on vient tout simplement le corriger. Mais je me demande, est-ce que c'est moral de considérer l'identité d'un individu comme quelque chose à corriger? Et je me réponds à moi-même en me disant que mais c'est ce qu'on fait tous les jours, ça s'appelle une thérapie. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton esprit, tu vas chez le psy et ensemble vous allez venir chercher à diagnostiquer et corriger le truc. Mais une thérapie, c'est quelque chose qui se fait par choix et de plein gré. Quand une personne elle a un élément de sa santé mentale qui diffère de la norme au point où ça lui suscite de la souffrance, il en va entièrement de sa décision de suivre une thérapie ou non. Et c'est parce que c'est sa décision et qu'on admet que même avec toute l'empathie du monde, on ne saura jamais vraiment ce que c'est de traverser son expérience. On respecte sa décision et on respecte ce droit inaliénable de l'individu à prendre des décisions pour lui-même tant que ça ne concerne que lui. Même si au fond de nous-mêmes, on est complètement en désaccord avec ce choix. Après toutes ces réflexions, j'en arrive à penser que ce sentiment d'être enfermé, ce sentiment d'être que ça, il est lié à une frustration profonde qui relève de quelque chose d'inassouvi, enfoui peut-être dans notre inconscient et qui est donc la source de toute cette souffrance et cette impression de carrément devenir dingue. Moi, dans mon cas, ça serait peut-être cette peine de cœur, entre grandes guillemets, que j'ai eu parce que, en gros, quand t'es profondément amoureux de quelqu'un et que cette personne elle t'aime pas en retour, ça peut être quelque chose d'une certaine façon très violent, émotionnellement parlant. Parce que moi, par exemple, au lieu de me dire que c'est normal, que tout le monde a ses préférences et que parfois tu désires une personne de tout ton cœur, mais ça floppe, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Bah, moi, avec ma tendance à avoir des pensées parasites, je vais avoir une voix dans ma tête qui va commencer à me dire des choses vraiment pas agréables à entendre, du genre, elle t'aime pas parce que t'es pas beau. T'es pas beau parce que t'es noir et t'as un gros nez et t'as une grosse bouche
T'es tout noir, tu ressembles à Monsieur Popo. Toi, quand tu lui envoies un SMS, elle montre à ses copines, elle dit, ouais, regardez, Monsieur Popo, il dit quoi? Elle lit ton message, après, elle rigole. Et toi, t'es là, tu souffres pour de vrai. Mais il y a un moment donné, faut se calmer et faut se rappeler que c'est pas la réalité. C'est ta frustration qui a matérialisé cette voix. Et vu que cette voix, c'est une création de ton inconscient, elle est capable d'exploiter tes insécurités et même de t'inventer de toutes pièces des insécurités et des complexes que t'as jamais eu de ta vie. Et si tu veux arrêter de souffrir, il faut que tu évacues cette frustration. Je dirais même, il faut que tu apprennes comment évacuer cette frustration de façon automatique et inconsciente pour que dans n'importe quelle situation qui s'y apparente, de près ou de loin, tu souffres plus jamais dans de telles proportions, où tu sombres dans la folie et la haine de soi, et que t'ailles surtout pas commencer à donner raison à cette voix dans ta tête qui te dit des choses qui ne sont pas en accord avec la réalité. Sombrer dans la folie, c'est une facilité, c'est un échappatoire, c'est un exutoire, mais lâcher prise sur des choses que tu peux pas contrôler et faire un véritable travail pour accomplir des choses dont tu peux être fier, ça c'est être quelqu'un de fort, ça c'est être quelqu'un de très fort. Et apprendre à faire ça, c'est apprendre à être libre, profondément libre, parce que t'es plus une personne impuissante qui se fait malmener par les épreuves de la vie. T'es un être humain qui vient de se défaire d'un carcan mental. Et ça, t'imagines pas à quel point ça te rend beau et unique. Ça fait de toi quelqu'un capable de se protéger contre la vie dans ce qu'elle a de plus horrible. Ça fait de toi quelqu'un capable de prétendre à un véritable bonheur pour lui-même et pour toutes les personnes qu'il aime de tout son cœur.